trucs aujourd'hui, destination Veto. Je vous propose un endroit situé secrètement dans la roche depuis 82 ans et transformé en musée depuis plus de 3 ans maintenant. Le fort de Chillán offre une immersion captivante dans l'histoire de la défense nationale suisse. Creusé entre 1941 et 1942 pendant la guerre pour protéger le Chablais, le fort de Chillán à Veto révèle ses secrets en offrant une expérience immersive, unique, avec notamment salle de cinéma, une salle de jeu stratégique et des expositions temporaires soutenues par des technologies de pointe telles que la réalité virtuelle et augmentée dans un dispositif conçu pour accueillir des visiteurs curieux de découvrir une partie de l'histoire suisse pendant la Seconde Guerre mondiale plus précisément. Et pour en parler, je reçois ce matin sur le plateau Christophe Deram, directeur du fort de Chillán. Bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, merci d'être avec nous de si bon matin pour nous parler de cet endroit tellement mystérieux et rempli d'histoire, endroit qui était tenu secret, je l'ai dit il y a encore quelques instants, qui était encore secret militaire. Jusqu'en 2001. Jusqu'en 2001, effectivement, un lieu mystérieux, chargé d'histoire, plus de 50 ans d'histoire, effectivement, 1941 jusqu'en 1995, qui fait partie du Rédu national, la stratégie de défense suisse. Donc c'est je dirais une fresque de l'identité suisse. Vous pénétrez dans plus de 2000 mètres carrés de casernes, une ville souterraine, une petite ville, plus de 20 salles à visiter. Le visiteur rentre vraiment dans la vie de ces milliers de soldats qui se sont succédés. Il découvre les cantonnements, donc les dortoirs, le réfectoire, l'hôpital, la cuisine militaire. Tout ça accompagné par des effets sonores ludiques, par du visuel, une scénographie imaginée par François Confineau, l'un des génies de la scénographie qui a également œuvré pour le musée Chaplin. Donc vraiment une expérience, on a énormément de familles, beaucoup d'enfants, et on a cette chance de pouvoir découvrir en s'amusant, tout toucher, tout essayer, tout expérimenter. Il y a également toute une partie historique avec effectivement le cinéma. Vous n'avez pas mentionné le cinéma. Vous avez un film d'une dizaine de minutes sur toute la stratégie qui explique un petit peu le pourquoi de cette stratégie. S'imaginer qu'il y a plus de 23 000 forteresses, ouvrages fortifiés qui ont été construits durant cette période pour un pays neutre, c'est assez impressionnant. C'est impressionnant, effectivement, ouais. Et là, ça permet de se replonger dans l'histoire et de se dire, ah là là, dis donc, sans mauvais jeu de mots, ils étaient forts, hein, à l'époque. Ils étaient forts, ils étaient très forts, ils étaient très rapides, surtout de se dire qu'ils ont construit ça en 15 mois. Ouais. Un exemple de l'histoire et de ce qu'a fait l'histoire, notamment durant l'histoire suisse, en tout cas durant la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir, et la guerre froide. Et la guerre froide aussi, effectivement. Et il faut savoir qu'il y a eu quand même des périodes où c'était extrêmement tendu et cet endroit aurait pu être un bon moyen de prévenir, en tout cas, ce qui aurait pu éventuellement se passer. Hein. D'autant plus que c'était vraiment la porte d'entrée côté ouest, en fait, le premier verrou. Ouais. Quelles sont les réactions que vous avez ? Parce que j'imagine qu'il doit y avoir des réactions assez étonnantes du public qui est nombreux à venir visiter et à découvrir cet endroit qui est enfin ouvert au public. Et quels sont les retours que vous avez ? Alors effectivement, public de plus en plus nombreux, ça nous ravit. Ouais. Des réactions très diverses et des messages très touchants, des messages soit de personnes qui de loin ou de près ont eu un membre de leur famille qui a été soldat ou officier dans ce fort ou dans d'autres forts. Et puis il y a le côté émotionnel et c'est magnifique, ils nous racontent des anecdotes, ou alors des écoles qui viennent, qui découvrent ce qu'est le Rédu national et qui sont assez émerveillés de se dire mais c'est incroyable, mais on a pu faire ça, on a creusé dans cette roche. Des familles qui en plus profitent, ont du temps, surtout les week-ends, et puis qui profitent également de manger dans notre bistrot du soldat, dans les gamelles, comme pour avoir l'expérience complète. Non, on a vraiment des magnifiques retours. Ce qui est impressionnant, c'est qu'on
on s'y attend pas en fait. Effectivement, comme vous l'avez dit au début, c'était caché, c'est en face du château. Du château, ouais. Et là, vous rentrez dans la roche et puis vous découvrez cette fresque de l'histoire suisse. Ouais. Donc, c'est des messages très touchants. C'est des messages très touchants, très bien. Et c'est important, évidemment, par rapport à l'histoire, c'est important de pouvoir se rendre compte de ce qui s'est passé, de ce que nos ancêtres ont mis en place au niveau de l'histoire. Comme vous parliez du régime national, c'est hyper important de venir se rendre compte de ce qu'il y a derrière ces murs, justement, derrière cette roche, plus précisément. À mon sens, c'est extrêmement important, c'est notre patrimoine, et effectivement, c'est un pan de l'histoire qui doit être en tout cas transmis aux générations futures, qu'on puisse se rendre compte de cette résilience, effectivement. Vous l'avez dit, on peut se restaurer sur place aussi. Ça, c'est assez étonnant aussi. Alors, presque dans les conditions de l'époque, enfin, ou complètement même. Alors, dans les conditions de l'époque, puisqu'effectivement, vous mangerez sur les vraies tables qui étaient existantes. Et qu'est-ce qu'on mange ? Et vous mangez des rechtis, évidemment. Des rechtis, du cervelas, du cordon bleu de cervelas. Ouais. Vous allez manger, en fait, des spécialités locales, des spécialités suisses, fait maison, dans les gamelles. Donc, voilà, c'est un bon moment, en fait, un moment convivial. Voilà. La visite, ça dure combien de temps ? On peut passer... Environ 1h30, durée moyenne, effectivement. Et on peut, tout âge, tout le monde peut venir, évidemment. À tout âge, on a vraiment on va dire de 4 à 99 ans. Non, c'est vraiment tout âge. On a énormément d'enfants, de familles, des mamans. C'est vraiment une belle découverte. On a la chance dans cette région de la Riviera d'avoir énormément de choses. Oui. On est en face du château, donc on peut facilement combiner ces deux visites. C'est vraiment une très belle immersion dans l'histoire. Une très belle immersion, effectivement, dans le temps, l'occasion de pouvoir aussi tout simplement se rendre compte que voilà, les choses qui ont été faites et que derrière tout ça, il y a toute une histoire, tout un panel d'histoire qui est très important. Merci beaucoup d'être venu, Christophe de Rame, nous parler du fort de Chillon. Pour celles et ceux qui voudraient venir, il y a des horaires d'ouverture. Qu'est-ce que vous nous conseillez ? On peut venir en bateau, en train, en voiture, en bus ? Je vous conseille en été bateau, c'est juste à côté. En train, c'est facile avec le bus. Ouais. Des horaires d'ouverture qui sont du mercredi au dimanche en saison d'hiver jusqu'à fin février de 10h à 17h30. Et puis à partir du 1er mars, dès 9h30 jusqu'à 18h et ensuite jusqu'à 18h30. Mais regardez ça sur le site. Tout simplement. Et nous sommes ouverts durant toutes les vacances scolaires vaudoises, 7 jours sur 7. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et puis effectivement, n'hésitez pas à aller visiter le fort de Chillon. Vous attendez, j'ai lu quelque chose comme 70 000 visiteurs cette année ? Alors, pas cette année, non. D'ici 2025, on attend 60 000 visiteurs, un peu plus de 60 000 visiteurs. C'est ça. Ce qui est ambitieux, mais je pense que c'est réalisable, sachant qu'on est pour l'instant, on est encore on est récent. Ouais. On a ouvert en 2020, mais Covid oblige, on a réouvert en 2022, et je pense qu'on sent vraiment de l'intérêt. Ouais. On sent également au niveau des écoles, donc. Voilà. Ce fort secret n'est plus secret désormais. Il est moins secret. Et moins secret, c'est l'occasion d'aller le découvrir. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Énorme. Je suis Comore, vendeur de drogue. Il y a Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Je reçois ce matin la conseillère nationale écologiste Léonore Porchet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci d'être sur M le Média et sur Canal+ Suisse ce matin, à seulement 14 jours du 3 mars et 14 jours justement des votations fédérales, avec deux objets importants, l'initiative pour une 13e rente AVS et l'initiative sur les rentes. Attention à ne pas confondre, on va en parler tout à l'heure. Vous soutenez le oui pour l'initiative AVS 13 et vous affirmez que c'est le meilleur rapport coût-bénéfice parmi les assurances sociales. Soulignons ainsi la nécessité et surtout la faisabilité d'un 13e versement. Pour le Parlement, la situation est différente. Le débat autour de l'initiative Mieux vivre à la retraite du scrutin populaire du 3 mars prochain suscite des discussions, notamment sur le financement de l'universalité de la mesure. Léonore Porchet, il ne fait pas bon de devenir vieux en Suisse, apparemment.
Ah ben c'est clair que ce qu'on voit maintenant, c'est une paupérisation de toute une classe de la population qu'on ne pensait pas devenir pauvre. Oui. Les personnes qui ont travaillé toute leur vie avec un salaire, parfois un salaire qui leur permettait de vivre tout à fait correctement pendant leur vie active, et qui maintenant galèrent en fait au moment d'arriver à la retraite. Les prix ont augmenté, je parle évidemment des loyers, des biens de consommation, de l'énergie, mais aussi des assurances maladie qui ne sont pas pris en compte pour le calcul de la rente, par exemple. En plus, oui, c'est ça. Donc, il y a un vrai problème avec les revenus des retraités dans ce pays, et c'est bien l'objectif de cette 13e rente, c'est de pouvoir garantir une dignité, en fait, pour cette 3e moment de vie. Comment on en est arrivé là ? C'est incroyable quand même de pouvoir se dire, pendant des années, vous l'avez très justement expliqué, on travaille comme des fous, on paye, on arrive à la retraite, on n'y arrive plus. Et puis on n'arrive pas à s'imaginer, à pouvoir penser à l'après, parce que tout le monde va devenir vieux, enfin en tout cas on le souhaite, qu'on va pouvoir vieillir, et on ne pense pas à l'après, on pense toujours à l'instant T, on a de la peine à se projeter aussi sur l'avenir. C'est pas très suisse ça finalement, ça. Bon, quand même dire qu'il y a un système suisse de réserve ou d'économie pour la retraite avec ces 3 piliers. Oui. Et puis, le premier d'entre eux, c'est l'AVS, qui constitutionnellement dit qu'il doit couvrir les besoins vitaux. Mais on sait, voilà, la rente AVS maximum, c'est un peu moins de 2500 francs. Donc, on est vraiment à quelque chose qui est ridicule en fait. Enfin, est-ce que vous aimeriez vivre avec seulement 2000 francs par mois ? En Suisse, la question elle est presque rhétorique. C'est pas possible. Ouais, c'est ça. Et pourtant, il y a quand même un quart des gens qui ont que l'AVS en Suisse et presque la moitié des femmes. Et donc, on est vraiment dans une situation où on respecte pas la volonté de la Constitution, parce que ce Parlement a décidé de ne pas augmenter les rentes et la même renoncer à les indexer, alors que là aussi c'est une obligation constitutionnelle, c'est-à-dire que le Parlement n'est même pas rentré en matière sur la proposition du Conseil fédéral d'indexer les rentes. Donc il y a une volonté politique de réduire en fait l'intérêt ou la force du premier pilier pour favoriser les autres qui sont de la rente personnelle, parce que ça enrichit des assureurs et des banques. Et est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, ce que vous venez d'expliquer très justement, est-ce que vous pensez que le message est bien passé chez tout le monde, est bien compris ? Parce que même aujourd'hui, on a des personnes qui ont peur que ça fasse augmenter les impôts, que de toute façon, à un moment donné, il va falloir payer, parce qu'il y a toujours ce réflexe, il faudra bien que quelqu'un paye, c'est juste aussi, évidemment. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le message est vraiment bien passé chez tout le monde ? En fait, ce qui est génial avec cette votation, c'est que c'est l'occasion de refaire un peu de pédagogie et l'histoire de l'AVS. Oui. En fait, vous avez dit que c'est moi qui disais que l'AVS avait le meilleur rapport qualité-prix. C'est pas moi qui le dis, évidemment. C'est vraiment, c'est vraiment les chiffres officiels, et c'est vraiment présenté comme ça par même le gouvernement. Pourquoi ? Parce que quand on investit 1 franc dans l'AVS, la majorité des gens vont recevoir 6 à 7. Et donc, il n'y a pas d'autre assurance sociale qui a ce rapport coût-bénéfice. Ça veut dire qu'en Suisse, 9 personnes sur 10 va recevoir plus que ce qu'elle a en fait payé pour son AVS. Pourquoi ? Parce que c'est un système extrêmement solidaire, ce qui fait que c'est les ultra riches, les méga grosses fortunes, les très gros salaires qui payent en fait jusqu'à 4 000 francs par mois pour recevoir beaucoup moins au moment de la retraite. Et c'est pour ça que ça marche, c'est pour ça que c'est solidaire, c'est pour ça que ça a ce bon rapport qualité-prix ou rapport coût-bénéfice. Et puis c'est pour ça aussi que on doit rester dans le système de l'AVS, c'est-à-dire tout le monde cotise, donc tout le monde reçoit, même les très riches qui n'ont en effet pas besoin de cette 13e, mais qui n'ont pas besoin des 12 autres versements AVS, mais c'est parce qu'on a besoin, nous, de cet investissement, de la cotisation solidaire des personnes très très riches, on respecte le système de l'AVS. Je vous propose, on a promené notre micro, on a fait un micro-trottoir. J'aimerais que vous écoutiez la réaction de cette dame, justement. Je vais voter blanc parce que je suis pas sûre que c'est une bonne idée. Parce que peut-être après la 13e, il y a plus d'impôts, donc on va peut-être pas forcément gagner avec cette histoire. Vous voyez ce que je vous disais il y a quelques instants, ça c'est quand même une crainte qui revient. Donne un petit peu d'un côté pour reprendre de l'autre. Dans l'état d'esprit de certaines personnes, finalement ça revient au même, quoi.
Oui. Je comprends. Bon, c'est une augmentation qui s'avère à peu près à plus de 8% d'AVS. Il n'y aura pas une augmentation d'impôt de plus 8%. Enfin, dans le sens, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et puis, rappelez aussi que les personnes qui sont au bénéfice des prestations complémentaires seront pas touchées, enfin, n'auront pas de risque de perdre leurs prestations complémentaires. C'est vraiment inscrit tel quel dans l'initiative. Et c'est évidemment très important puisqu'on a une part assez importante, quand même une personne sur 10 et une femme sur 6, qui ont tellement peu d'AVS qu'ils doivent bénéficier de prestations complémentaires. Et évidemment, ces personnes vont bénéficier en premier lieu de cette 13e rente et elles ne vont pas perdre leur droit à la prestation complémentaire. En ce qui concerne l'inquiétude de l'impôt ou d'autres inquiétudes qu'on vienne ensuite prendre l'argent derrière, on a vraiment pensé avec la construction de cette initiative de pouvoir maintenant renforcer l'AVS. Et puis, il faut rappeler une chose, c'est que à la base, cette initiative, on l'avait voulu pour renforcer le premier pilier, augmenter. Mais en fait, maintenant, 4 ans après qu'on ait lancé l'initiative, en fait, elle va que compenser l'inflation. Alors, ce modèle de 13e rente, ça fonctionne notamment au Liechtenstein. On peut prendre cet exemple-là parce que le Parlement a l'air de faire la sourde oreille et de ne pas vouloir comprendre, ou en tout cas de ne pas vouloir aller dans ce sens-là. Aujourd'hui, les sondages laissent penser que le oui pourrait passer. On le souhaite pour celles et ceux qui, évidemment, en ont besoin. Aujourd'hui, vous êtes inquiète, là, par rapport à la votation du 3 mars ? Bon, de toute façon, en Suisse, c'est difficile de faire passer des initiatives populaires, encore plus quand il s'agit d'argent. Donc, jusqu'au 3 mars à 10h, je vais être à fond pour cette initiative, m'engager, parce que là, il y a une sorte de double urgence. Il y a l'urgence évidemment financière, l'urgence de renforcement de notre assurance sociale, mais il y a aussi une urgence entre guillemets politique, parce que ce qu'on voit depuis de nombreuses années au Parlement, c'est qu'on a un Parlement qui refuse d'entrer en matière pour baisser les primes, on a un Parlement qui refuse d'entrer en matière pour augmenter les rentes, on a un Parlement qui dépense des milliards pour les banques, mais en fait rien pour les gens. En gros, c'est ça. Et c'est aussi un moment où on doit arrêter de croire aux promesses et que la population doit dire en fait, c'est vers ça qu'on doit aller. On te corrige, en fait. Voilà, on doit corriger ce Parlement qui fait beaucoup pour les riches puis pas beaucoup pour les gens qui galèrent. Donc on préfère mettre de l'argent pour l'armée que pour les vieux, en fait, c'est ça ? Pour l'armée, pour les banques, on a baissé aussi, on a des propositions de baisse fiscale pour les plus riches. Voilà la politique actuelle du Parlement, oui. Ah ouais. Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Ce matin, j'accueille Léonore Porchet, conseillère nationale écologiste, alors que nous sommes seulement à 2 semaines des votations fédérales. Le débat autour de l'initiative Mieux vivre à la retraite du scrutin populaire du 3 mars prochain est au centre des discussions. Et ce matin, on en parle justement avec mon invité. Merci d'être avec nous, Léonore Porchet. 2 votations, je le disais tout à l'heure en introduction, il y a la VS 13 et puis la votation sur les rentes. Et là, il ne faut pas se mélanger les pinceaux, comme on dit. Non, parce que en fait, c'est intéressant, parce que c'était vraiment 2 projets de société très différents. Oui, mais comme par enchantement, ça arrive en même temps. Hein. Oui, c'est aussi peut-être bien que justement, on se pose cette question, en fait. Qu'est-ce qu'on veut ? La question qu'on pose, en fait, c'est est-ce qu'on veut plus d'argent pour les retraités ou plus de boulot pour les retraités ? En fait, quand j'entends plus de boulot, c'est pas qu'il y en ait. Parce qu'après 55 ans, c'est très difficile de retrouver du travail. Bien sûr. En fait, ce que propose l'initiative des jeunes PLR, c'est d'augmenter l'âge de la retraite de manière assez indéfinie, puisqu'il s'agit d'inscrire dans la Constitution une logique selon laquelle ça augmente en fonction, ça varie en fonction de l'espérance de vie. Ouais. Donc oui, on a vraiment 2 projets de société. Nous, on veut quelque chose de très simple, que les gens aient un 13e rente comme nous, on a un 13e salaire, ou la majorité des gens aient un 13e salaire. Voilà, et c'est finançable, on pourra en discuter au besoin. Et puis, de l'autre côté, on a vraiment un projet qui est déconnecté de la réalité du marché du travail, puisque, voilà, il y a par exemple l'assurance AXA, qui est quand même pas très de gauche, a fait une étude et qui a montré que les PME engagent plus après 55 ans. Et donc, pourquoi on ferait bosser les gens 10 ou 15 ans de plus ? Parce qu'il faut savoir que si cette initiative des jeunes PLR avait été mise en œuvre au moment de la création de l'AVS, on travaillerait jusqu'à 71 ans aujourd'hui. Bon, et aujourd'hui, celles et ceux qui désirent continuer et pas s'arrêter aujourd'hui, ils peuvent le faire. Bien sûr. Donc en fait, ça n'a pas véritablement de sens finalement. En fait, ça n'a pas de sens pour les personnes qui peuvent travailler et qui aimeraient continuer. Et puis, ça n'a surtout pas de sens pour les personnes qui arrivent à la fin de leur carrière professionnelle cassée. Et il y en a. Bien évidemment sûr. Qu'on pense aux métiers difficiles, mais on pense aussi aux
difficiles physiquement et qui n'ont pas tous ou très peu des aménagements qui leur permettent de partir à la retraite plus tôt. On pense aussi aux métiers qui sont psychologiquement difficiles. Enfin, en fait, vraiment, toute une vie de travail, ça pèse sur les gens. Et je vais pas apprendre à vos téléspectateurs et téléspectatrices cela. Mais la proposition qui est faite, c'est vraiment de pousser les gens à bosser le plus tard possible pour qu'on dépense moins d'argent dans les assurances sociales, alors qu'en Suisse, de l'argent, on en a. Bien sûr. Bien sûr. Donc vous conseillez pour le 3 mars de voter oui à AVS 13 et non pour la votation sur les rentes. Exactement. Voilà, on a bien compris. Un autre point qu'on n'a pas encore soulevé ce matin pour revenir à AVS 13, c'est notamment les femmes dans tout ça. C'est important, cette votation, elle est importante aussi et on sait que vous défendez la cause féminine. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ce propos, justement ? En début de cette année, là, le 1er janvier, est entré en vigueur AVS 21, c'est-à-dire l'augmentation de l'âge de la retraite des femmes. Et qu'est-ce qu'on nous a dit au moment où on nous a dit « Ah, on va augmenter l'âge de la retraite, mais on va aussi s'assurer que les rentes des femmes vont mieux ». Bien, rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Au contraire, si AVS 21 ne passe pas, là, la seule chose qui va vraiment se passer cette année, c'est la suppression de la rente des veuves. Donc on est en train de diminuer les revenus des femmes à la retraite et on les a fait bosser plus longtemps. Alors qu'aujourd'hui, on a la moitié des femmes qui n'ont pas de LPP, qui ont donc que l'AVS, et puis je ne parle même pas évidemment d'une troisième rente, et puis elles ont de manière générale des rentes plus basses parce qu'elles ont une carrière souvent trouée, souvent arrêtée. C'est aussi elles qui occupent les salaires, la majorité des postes avec des salaires les plus bas. Donc, en fait, elles ont des rentes plus basses. Et donc, augmenter leurs revenus avec ce 13e versement, qui est souvent une soupape bienvenue quand on est salarié, ce 13e salaire, ce serait la même chose avec la rente. Eh bien, c'est évidemment extrêmement positif pour les femmes qui sont la majorité des bas salaires. Donc il faut aller voter, c'est ça le message. Absolument, il faut vraiment se mobiliser. On a perdu AVS 21 d'un cheveu dans ce pays. Ça a tenu à un quartier de Zurich pour vous dire à quel point c'était ridicule que maintenant toutes les femmes doivent bosser une année de plus sans toujours trouver du travail. Et donc on doit vraiment se mobiliser pour aller gagner cette majorité du peuple et la majorité des cantons. Vous êtes énervé, vous êtes inquiète, vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui ? Énervée, je suis très souvent en politique suisse, ça c'est sûr. Aussi parce que j'entends depuis le début de cette campagne, j'entends des conseillers fédéraux qui gagnent 200 000 francs de retraite par année qui viennent dire aux gens qu'on n'a pas d'argent pour vivre dignement à la retraite dans ce pays. Et ça m'énerve. Oui, alors ça, je trouve que c'est d'une indécence crasse. Mais je suis aussi heureuse de pouvoir partager cette campagne avec tellement de gens tellement motivés, des personnes retraitées engagées, des petits-enfants engagés pour leur retraite et celle évidemment de leurs grands-parents et de leurs parents. Donc c'est aussi un beau moment de politique suisse. Et puis, je suis pleine d'espoir, évidemment. Espoir. Vous restez optimiste. Absolument. Et positive. Oui, oui. Et ça, c'est très important. Merci d'être venu répondre à mes questions ce matin. J'en ai encore quand même quelques-unes de questions pour vous. C'est la rafale de questions, c'est la tradition. Chaque matin, pendant 1 minute, je vous pose plein de questions, ça va dans tous les sens. Puis il faut répondre le plus tac au tac possible. Très bien. Vous êtes prête ? On y va ? On y va. Vous n'avez pas peur ? On est sympa ici. Je vous dirai après. Allez, c'est parti. La rafale de questions. Quel mot avez-vous de plus de mal à prononcer ? Anticonstitutionnellement. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans notre pays ? Une majorité de droite actuellement. Quel serait le meilleur cadeau que vous pourriez recevoir ? Oui, à la AVS 13 le 3 mars. De quel sujet pourriez-vous parler pendant des heures ? L'égalité. Où serez-vous le 3 mars ? À Genève, sur le plateau de la RTS. Qu'est-ce qui vous a rendu fier de vous récemment ? La 17e édition du festival BD-Fil que je co-dirige depuis moins de 2 ans. Quelle est la dernière BD que vous avez lue ? La dernière BD que j'ai lue, hier encore, je dois relire avec bonheur toute la carrière de Tom Tirabosco, notre invité d'honneur cette année. Dans quel univers de bande dessinée pourriez-vous incarner le personnage principal ? Moi j'aime beaucoup Spirou, donc une spirette. Quelle résolution pour 2024 avez-vous prise ? Faire plus de sport, comme tout le monde. Si vous deviez peindre le monde entier d'une seule couleur, quelle serait-elle ? Verte. Je connaissais la réponse. Merci beaucoup, Léonore Porchet. Ce titre-là, vous avez choisi cette musique de Queen, Don't Stop Me Now. Pourquoi cette chanson ?
Queen. Oui. Et puis le matin, c'est quand même motivant parce que c'est tôt pour beaucoup de monde encore. Balance ton sport, le MAG. Balance ton sport, le MAG, comme chaque lundi matin. Notre invité ce matin pratique l'haltérophilie à haut niveau, en parallèle de ses études en sciences du sport. Lorsqu'elle ne s'entraîne pas, elle entraîne les autres et partage son expérience. L'un de ses buts est d'encourager d'autres femmes à pratiquer ce sport en luttant contre les stéréotypes de genre. Justement, on va en parler dans un instant. C'est pourquoi Lausanne l'a récemment désignée comme l'ambassadrice de la ville. Nous sommes très contents et très heureux d'accueillir, je vais y arriver, sur le plateau Nadine Blanchard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Léo de Garrigue, vous avez décidé de parler d'haltérophilie ce matin. Exactement. Avec des arguments de poids. Oui, Nadine Blanchard, demain et dimanche, vous allez initier les Lausannoises gratuitement à l'haltérophilie. Ce sera aux Halles sportives de Beaulieu. Comment ça va se dérouler ces initiations? Il va se passer quoi? Alors, ça va bien se passer. Ça, on n'en doute pas. Alors, le rendez-vous est à 18h jusqu'à 19h30. Le but, voilà, c'est de montrer un peu l'haltérophilie. On va commencer par un petit échauffement et ensuite, on va voir les deux mouvements, donc l'arraché, l'épaulé jeté, les deux mouvements olympiques qu'on a dans notre discipline. Et puis voilà, tout ça dans la bonne humeur, avec le sourire et entre filles. Et vous, c'est quoi votre état d'esprit à l'aube de cette semaine d'initiation? Moi, vraiment, je me réjouis. Cette semaine, j'ai beaucoup de choses qui vont se passer pour l'haltérophilie, aussi pour la fédération, le club et tout ça. Donc, moi, je me réjouis vraiment. Et vraiment, je me réjouis de voir le monde qu'il y aura demain et dimanche pour ces initiations. Vous avez déjà une idée du nombre de personnes qui seront présentes demain soir, par exemple? Honnêtement, j'ai aucune idée. Okay. J'ai aucune idée. J'espère beaucoup. En tout cas, je suis préparée aussi en conséquence. J'ai appelé un peu du renfort féminin du club. Donc voilà, venez sans autre et on sera prête. Ouais. Ça permet quoi de faire découvrir l'haltérophilie, qui est un sport connoté très masculin, à des jeunes filles et des femmes? Souvent, c'est un peu c'est une vraie découverte pour elles parce qu'elles n'auraient même pas pensé à ce sport en fait. Comme beaucoup qui tombent dans l'haltérophilie en général, c'est pas un rêve d'enfant. Disons, on tombe un peu dedans via d'autres sports. Mais c'est vrai que c'est toujours c'est des sports, un sport très complet qui peut être complémentaire aussi à beaucoup d'autres sports et du coup c'est un sport assez intéressant sur ce plan-là. Vous levez combien? Excusez-moi, le maximum. Non mais c'est peut-être des questions basiques, mais j'ai envie de savoir, vous arrivez à lever combien? Alors on a deux mouvements d'haltérophilie. Ouais. Un, l'arraché avec une prise large. Ouais. Là, mon maximum était à 80 kg. Ah ouais. Et l'autre, l'épaulé jeté, celui qu'on voit un peu défiler là. Ouais. Donc on vient jusqu'aux épaules et après on pousse sur la tête. Là, j'étais à 92. Ok. Vous arrivez à nous porter les deux faciles. Oui. Et demain, par exemple, les gens qui vont le découvrir, ils vont soulever combien à peu près? Un débutant, il arrive à soulever combien? Alors ça va dépendre. Le but, c'est pas de vous casser sur l'initiation. Donc on va travailler avec des bâtons, ce qu'on appelle des sticks, des bouts de bois, quoi, en gros. Et puis après, barre à vide. Et puis si on a envie de venir un peu chercher un peu ses limites, voir un petit peu les limites aussi techniques, et là on va pouvoir mettre quelques kilos, mais ça va, je pense au grand maximum, ça va être 25 kilos sur la barre. Il y a probablement beaucoup de jeunes filles et de femmes qui se disent plus ou moins consciemment, c'est un sport de mec, l'haltérophilie, je le considère même pas. C'est important de lutter contre ces stéréotypes de genre. Qu'est-ce que ça permet? Oui, c'est important parce que au final, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un sport qui est très très complet et qui sert énormément dans d'autres sports aussi, ou même simplement juste pour être en bonne santé. Donc voilà, et puis je pense qu'après cette interview, vous verrez que c'est pas forcément qu'un sport de mec et que toutes les filles peuvent aussi le faire et je les encourage vraiment à le faire. Et justement, dans votre club, le club lausannois d'haltérophilie et de musculation, vous vous engagez pour l'émergence d'un mouvement féminin. Ça se concrétise comment? Alors là, ça se concrétise déjà avec le statut d'ambassadrice. Mais dans mon club, moi j'essaye de vraiment pousser les jeunes filles qui viennent à s'inscrire au club, à venir régulièrement. Et puis en fait, on voit maintenant, ce qui est assez intéressant, depuis qu'on est maintenant dans les halles sportives de Beaulieu, qu'il y a de plus en plus de filles, de plus en plus de femmes qui viennent au club. Et puis plus en plus aussi de filles et de femmes qui s'arrêtent à côté, qui regardent un peu ce qu'on fait. Et puis on voit aussi à l'entraînement qu'il y a plus de filles qui sont assidues que les garçons. Donc souvent, on se retrouve à être plus de filles aux entraînements que
d'hommes. Okay. Vous dites que c'est un sport qui est bon, qui est complet. Est-ce que c'est bon pour le dos, par exemple? Parce qu'on peut penser de lever des... Non, mais c'est vrai, hein, des poids pas possibles. Pourquoi c'est bon l'haltérophilie? Expliquez-nous. C'est bon justement pour... Vendez-nous votre sport. Voilà. Je suis prête. non, alors c'est un sport complet parce que... Enfin, c'est un sport très très bien et complet justement parce qu'on va utiliser autant le bas du corps que le haut du corps. Ouais. On va énormément utiliser tout ce qui est abdos, en fait, la ceinture, le core. Ouais. Donc, par rapport à ça, normalement, le dos, il est protégé. D'accord. Après, oui, vous allez entendre des gens qui vont faire de la musculation et qui vont dire « Ah, je me suis fait mal au dos. Ouais. » Si tu t'es fait mal au dos, c'est qu'il y a certainement un problème dans la programmation. C'est que soit tu as mis trop lourd, soit tu as fait un faux mouvement. Ça n'a pas été fait correctement. Voilà. Quand c'est exécuté correctement, dans la bonne technique, il y a zéro risque. D'accord. Ouais. Donc c'est bon pour, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est bon pour le dos. Oui, c'est bon. C'est bon. Non mais c'est important. Oui, c'est très important. Et quand vous vous dites, Nadine Blanchard, je pousse pour un mouvement féminin dans mon club, à quel type de réaction vous faites face? Est-ce qu'il y a de l'engouement, vous sentez de l'opposition par moment ou... Non, franchement, moi j'ai un club qui me soutient énormément. Qui est à fond derrière le mouvement féminin, qui en fait énormément ces dernières années pour le mouvement féminin du club. D'ailleurs, pour la petite anecdote, moi, quand je me suis inscrite au club à Lausanne en 2019-2020, j'étais la seule femme du club. Ah oui. Donc voilà, à partir de là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place aussi, des vestiaires, des toilettes, enfin des choses qui ont l'air toutes bêtes, mais quand le club n'est pas prêt pour ça, voilà. Et aujourd'hui, ça a évolué depuis que vous avez commencé l'haltérophilie au niveau féminin Dans le club ? Ouais. Là, comme j'ai dit, j'étais toute seule au début. Là, on est, je pense une vingtaine d'athlètes féminines. Et il y a clairement une évolution et on voit que c'est exponentiel et ça fait vraiment plaisir. Balance ton sport, le MAG. Balance ton sport, le MAG, avec notre invitée Nadine Blanchard, qui pratique l'haltérophilie à haut niveau, en parallèle de ses études en sciences du sport. Elle a été élue ambassadrice de la ville de Lausanne et on va en parler également avec notre deuxième invitée qui nous a rejoint sur le plateau, Lise Corday. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Léo, on va parler de ce statut d'ambassadrice quand même. Exactement, depuis 2000... C'est responsabilité quand même. Depuis 2021, la ville de Lausanne a nommé des ambassadrices sportives mobilisées pour lutter contre les stéréotypes de genre. Lise Corday, vous êtes responsable femmes et sport pour la ville de Lausanne. Cette initiative de nommer des ambassadrices, elle est née de quel constat ? Alors, elle est née en fait du constat que, il y avait des efforts à faire pour encourager la pratique sportive par les filles et les femmes, et puis surtout aussi pour lutter contre les stéréotypes de genre dans le sport. Et c'est pour ça en fait que nous avons lancé en 2021 une campagne Laissons les stéréotypes au vestiaire, le sport n'a pas de genre. Campagne qui avait justement pour but de déconstruire ces stéréotypes de genre et puis d'inciter les filles et les femmes à pratiquer librement le sport qu'elles souhaitaient. Pour ce faire, on s'est justement entouré de plusieurs femmes au profil vraiment très divers et variés. C'était vraiment le but, c'était d'avoir aussi bien une athlète professionnelle d'élite que des sportives, une maman par exemple de 4 enfants qui essaye d'utiliser au maximum des déplacements actifs, donc de caser un minimum d'activité physique dans ses journées. Donc voilà, c'était le but en fait de cette démarche. Nadine Blanchard, c'est quoi un peu les coulisses de votre nomination en tant qu'ambassadrice ? Vous avez reçu un coup de fil de Lise Corday et vous avez dit oui tout de suite, ou comment ça se passe ? Ouais, c'est un peu ça qui s'est passé. J'ai reçu un mail, très professionnel. Non, j'ai reçu un mail me demandant si on pouvait se rencontrer, qu'ils avaient une proposition pour moi. Et puis quand on s'est rencontrés, ils m'ont expliqué le projet en long en large que je connaissais déjà en fait. Du coup, je vous ai peut-être jamais dit, mais je le connaissais déjà. Du coup, j'ai dit oui assez rapidement et puis voilà. Lise Corday, un mot sur ces initiations que les athlètes donnent. Elles sont en non-mixité, c'est-à-dire réservées aux femmes. Ça peut peut-être être heurtant, peut-être pour des hommes, de se dire nous, si on fait un truc entre hommes, on nous dit que c'est pas bien. En quoi est-ce que c'est important et c'est ok de faire des réunions en non-mixité ? Alors en fait, la recherche en sociologie a vraiment montré que ça pouvait être extrêmement bénéfique en fait de créer en fait un environnement en non-mixité pour
inciter et puis pour faire une première entrée en fait dans le sport, pour découvrir la pratique sportive. Après, c'est une démarche qui est temporaire. On parle de quelques initiations, voilà, pour créer un peu cet environnement. Et puis ensuite, le but, bien entendu, c'est de poursuivre la pratique en mixité. Plus globalement, le service des sports de la ville de Lausanne a lancé ce plan d'action en 2021. 3 ans après, quel constat vous faites? Est-ce que la dynamique est dans le bon sens? Alors la dynamique est dans le bon sens, le plan d'action avance bien, ce qui est très important bien entendu. Et puis on sent vraiment une adhésion de la part des acteurs et des actrices du monde du sport à Lausanne, une adhésion qui est très forte avec vraiment une envie de bien faire. Donc oui, on a passé aussi en 2019 d'une équipe qui évoluait, une équipe féminine qui évoluait en Liga, Ligue B à Lausanne, à 7 équipes. Cette saison. Donc on voit que gentiment aussi au niveau du sport collectif, vraiment on a des excellents résultats. 19% des femmes disaient en 2019 à Lausanne avoir déjà été victimes d'actes ou de paroles sexistes dans leur pratique sportive. Comment est-ce qu'on fait pour lutter contre ça? Il y a des mesures concrètes? Alors là, on a justement travaillé notamment avec l'outil de signalement de la ville de Lausanne qui permet en fait de signaler des cas de harcèlement sexuel, que ce soit dans une installation sportive, dans la rue, etc. Et puis, donc on incite évidemment la population à y répondre. On travaille aussi avec justement la sensibilisation, avec la formation du personnel, notamment des piscines, pour pouvoir répondre au mieux quand il y a des actes qui se passent sur nos installations, et ça va se poursuivre. Donc c'est vrai qu'on essaye par tous les moyens de toucher à ces enjeux-là, en fait, qui sont primordiaux. Nadine Blanchard, quand vous êtes ambassadrice comme ça, vous avez un rôle de modèle pour les jeunes filles qui viennent vous voir. Ça évoque quoi pour vous, ce rôle-là, cette place-là? Déjà, c'est un honneur. Et puis, moi, j'ai toujours un peu essayé de faire ça aussi via mes réseaux sociaux. Toujours essayé de montrer que les femmes avaient tout autant leur place que les hommes dans le sport, qu'elles étaient tout autant capables, tout aussi talentueuses, tout aussi bosseuses, voire même plus. Et puis voilà quoi. Si j'arrive à montrer ça aux jeunes filles que c'est faisable, moi je suis contente. Lise Corday, pour finir là-dessus, dans ce plan d'action, vous dites que c'est un enjeu qui s'ancre d'abord par la mixité au sein des instances de gouvernance, là où les décisions se prennent finalement. Et c'est assez rigolo presque. Vous faisiez le constat il y a 3 ans que 70% du service des sports était masculin. Est-ce que ça bouge aussi au sein de votre service des sports? Oui, on a désormais une chef de service à la tête des sports, et ça c'est une première. On a également une directrice, notre conseillère municipale, une directrice des sports. Donc voilà, il y a des efforts qui sont mis, bien sûr, et on travaille vraiment simultanément en fait sur les 4 axes, que ce soit la gouvernance, bien entendu, au sein du service des sports, mais aussi au sein des comités des clubs, etc. Les finances rééquilibrées, et puis les pratiques sportives, et enfin la sensibilisation. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels c'est plus difficile d'avancer que d'autres? Oui, il y a évidemment peut-être des thématiques qui sont plus difficiles à aborder, mais disons que vraiment on arrive à avoir des résultats concrets sur l'ensemble des 4 axes, et donc on est vraiment très satisfait. Vous visez une égalité d'ici 2026, on est sur la bonne voie pour ça? On est sur la bonne voie. Magnifique. Balance ton sport, le MAG. Notre invité ce matin, Nadine Blanchard, merci d'être avec nous. On découvre l'haltérophilie au féminin ce matin, mon cher Léo. Exactement, Nadine Blanchard, question toute simple. Comment est-ce que vous êtes devenue haltérophile? Un peu par hasard. J'ai toujours fait beaucoup de sport. Et puis, lors d'une année à l'étranger, j'ai commencé le CrossFit. Qui mélange 3 sports principaux, les sports on va dire plus cardio, la gymnastique et l'haltérophilie. Et puis un des mottos du CrossFit, c'est de travailler sur ses faiblesses. J'étais très très nulle en haltérophilie. Je ne comprenais pas comment passer cette barre du sol sur ma tête. Vraiment, j'étais vraiment nulle. Et du coup, j'ai passé beaucoup d'heures devant mon miroir chez moi avec le manche à balai, juste à essayer de comprendre ce mouvement. Et puis un jour, j'ai eu le déclic. J'ai fait une compétition, et puis après, il y a tout qui s'est enchaîné très très vite. Et vous avez gravi les échelons jusqu'aux plus grandes compétitions internationales? C'est ça, ouais. Enfin, aux plus grandes, on va laisser quelques guillemets. J'ai fait des compétitions internationales. Il m'en manque 2-3 à mon actif, que j'aurais aimé faire
avant ma blessure, mais voilà, peut-être qu'elles se feront plus tard. Justement, vous avez connu une grosse blessure récemment, c'est dur de rester motivé dans ces moments-là. Je vous propose une petite surprise d'écouter votre collègue Dominique qui entraîne avec vous dans votre club. Il a une petite question pour vous, on l'écoute. Alors ma question pour Nadine, c'est quels sont tes conseils pour rester motivé à l'entraînement après une blessure comme ça a été le cas avec toi? Est-ce que l'émergence de nouvelles femmes dans notre club, ça t'a aidé à rester motivé aussi? Une double question en une, alors comment on reste motivé? Alors comment on reste motivé? Je pense déjà ça dépend le type de blessure qu'on a eu. Moi, dans mon cas, ça a été très très long. Donc j'avoue que la première année, quand on est dedans, voilà, ça va, on a beaucoup de support, les gens comprennent. Voilà, ça suit derrière, donc ça va, on est très motivé quand on est dedans. Et puis c'est quand c'est censé aller mieux et qu'on voit que ça va pas mieux, je pense que c'est là le plus dur. Je pense que le plus important là, c'est de rester bien entouré, avec des personnes compréhensives et des personnes derrière qui sont positives et qui vous poussent. Et puis la deuxième question, c'était est-ce que l'émergence des femmes a aidé? Je pense que vraiment les femmes ont aidé, et même la communauté qu'on a nous dans notre club et dans l'haltérophilie en général, l'haltérophilie féminin, je pense que ça a énormément aussi aidé, et c'est très bienveillant, c'est très positif. Donc, Vous disiez dans une interview que votre sport contribue à votre épanouissement en tant que personne équilibrée et affirmée. C'est très beau comme constat. Ça veut dire quoi concrètement? Déjà, mon sport, c'est ma passion. Donc, à partir de là, ça peut que être bien et positif. Après, oui, je pense que ça m'aide énormément au quotidien parce que c'est un sport assez, on va dire, dur mentalement. Faut quand même, c'est un sport très ingrat. Faut savoir, on travaille beaucoup d'heures, on s'entraîne beaucoup d'heures pour au final quelques secondes en compétition. Et en plus, des fois, ça va pas comme on veut. Donc voilà, c'est un sport très très ingrat, et je pense que ça forge aussi le caractère. Et puis du coup, ça aide dans la vie quotidienne. Est-ce qu'il faut être super musclé pour faire de l'haltérophilie, ou est-ce qu'il y a une partie technique aussi, j'imagine, qui est importante? Il faut pas être super musclé. C'est quoi ce stéréotype? On les déconstruit, on est là pour ça. On les déconstruit ensemble, ok. Alors on reprend les bases. Non, il n'y a pas besoin d'être super musclé. Ce qui est très important aussi, c'est la technique. Ouais. Je pense qu'il y a à peu près 60-70% de technique dans ce sport, selon moi. Après, oui, c'est clair que la force, on en a besoin, on va devoir la construire. Mais il n'y a pas besoin d'être déjà musclé pour venir faire de l'haltérophilie. Venez comme vous êtes, et après, on construit ensemble. Il faut avoir un balai à la maison, vous avez compris. Oui. Un balai, un miroir. C'est un petit plus. Et qu'est-ce que vous diriez à une fille qui nous écoute ce matin et qui hésite à se mettre à l'haltérophilie parce que peut-être c'est connoté trop masculin? Faut pas hésiter. Vraiment, faut pas hésiter, faut venir, faut essayer. Et voilà, si ça lui plaît, ça lui plaît. Et si ça lui plaît pas, au pire, elle aura essayé un nouveau truc. Et puis voilà. Vraiment, en plus, c'est un environnement bienveillant. Tout le monde est cool, vraiment tout le monde va se pousser, vraiment c'est positif, donc faut pas hésiter. Initiation, donc on vous le rappelle, c'est ce mardi, c'est ça? Exactement, donc ce mardi de 18 à 19h30, et puis aussi dimanche 25, de 10h30 à midi au Hall Sportif de Beaulieu. D'accord, on vient comme ça, sans problème? Exactement, juste en habit de sport, chaussures de sport, une petite gourde, et puis avec le sourire. Balance ton sport, le MAG. Balance ton sport, le MAG, avec notre invitée ce matin, Nadine Blanchard. On continue de découvrir ce sport, l'haltérophilie, et de découvrir notre invitée qui est ambassadrice quand même, rappelons-le. C'est pas rien. Et on va la découvrir au-delà du sport. Nadine Blanchard, pour préparer l'interview, je vous ai demandé votre film préféré. Vous avez choisi un film qui vous renvoie à l'adolescence, LOL de Lisa Azuelos, avec Sophie Marceau et Christa Terray. Ça évoque quoi pour vous, ce film? C'est un film que je regardais pas mal quand j'étais ado. Après, c'est aussi l'histoire d'une ado et tout ça, donc je pense que je m'identifiais un peu à elle. Et voilà, c'est un film assez léger. Et j'avoue que moi, je regarde pas souvent des films ou des séries, mais quand je regarde, j'aime bien que ce soit des trucs un peu comédie ou bien, voilà, assez léger. Et je vous ai demandé votre chanson favorite. Vous m'avez fait rigoler. Vous m'avez dit que les chansons que vous écoutiez n'étaient pas diffusables à la télé, mais on a quand même trouvé un compromis avec Les Rois du Monde de Roméo et Juliette. Ça vous évoque quoi, ce choix? Juste, j'adore la chanson française. Chanson française assez, pas ancienne, mais voilà, plus les 90. Et j'adore les paroles en fait. Elles me drive, vraiment, elles m'animent quoi. Et vous écoutez beaucoup de musique quand vous faites de l'haltérophilie? Ouais, j'écoute beaucoup. Ouais. Ok. On a une tradition pour conclure l'interview dans Balance ton sport, le MAG, une rafale de questions avec des questions assez courtes, des réponses je vous demande à peu près aussi courtes, comme ça on en fait un maximum en 1 minute top chrono.
Vous êtes prête ? Oui. Elle ne va plus, attention, c'est parti. La rafale de questions. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans l'haltérophilie ? Le côté perfectionniste du sport. Un chanteur ou une chanteuse que vous trouvez sous-coté ? Aslo. Votre animal préféré ? Les chats. Un repas idéal pour soulever 90 kilos quelques heures plus tard ? Un plat de pâtes. Un avantage dans la vie de tous les jours quand on est haltérophile ? Un avantage. Les épaules, je sais pas. Votre plus grande qualité ? L'honnêteté. Un sport que vous appréciez autre que l'haltéro ? Je sais pas, la marche. Une passion que vous avez en dehors du sport ? Les voyages. Complétez cette phrase. Pour faire de l'haltéro, il ne faut surtout pas être... musclé. Un rêve que vous n'avez pas encore réalisé ? Tour du monde. Un truc pas très utile que vous savez super bien faire ? Chanter. Entre les poids que vous soulevez et des commentaires sexistes des mecs, qu'est-ce qui est le plus lourd ? Les commentaires. Merci beaucoup Nadine Blanchard. Merci d'être venue nous trouver ce matin, le mardi 20 février, donc demain à 18h et le dimanche 25 février à 10h30. Vous proposez des initiations d'haltérophilie gratuites pour les femmes à Lausanne, aux Halles de Beaulieu. Pas besoin de s'inscrire, tout ça est donc gratuit. Merci de nous avoir trouvés ce matin. M-Media.